Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on continue notre revue des fonds value français. On est ici chez Mandarin Gestion, donc ils ont un fonds qui s'appelle Mandarin Valeur. On va regarder si ils ont vraiment de la value en portefeuille. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on regarde les lignes en portefeuille. Donc là, on a les principales lignes, les 10 premières lignes du portefeuille value de Mandarin Gestion. Donc, premier élément, ils sont pas axés sur des small caps, hein. C'est plutôt des large caps quand même. Donc oui, ça va être de la value, hein, parce qu'on a du Banco Santander, du Generali et du BNP, donc tout ce qui est bancaire ou assurance, c'est plutôt value en Europe, avec des multiples décotés. On a de l'énergie également, ça aussi c'est très décoté en Europe, Shell, BP, Total Energy, voilà, donc on a quand même, oui, des bons dossiers value. Donc moi, ce qui me plaît moins dans ces principales lignes, c'est qu'il y a beaucoup de financières. Je suis pas très adepte des financières, mais on va aller regarder ça ici sur Coifin. Alors, comme d'habitude, je vous ai mis trié par capitalisation boursière, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, la valorisation avec la valeur d'entreprise sur EBITDA, le price earning et les price free cash flow, la valorisation par rapport aux actifs, deux métriques de rentabilité. Comme il y a pas mal de financières, pour les financières, on va plutôt s'axer sur le rendement des fonds propres. On a l'endettement du dossier et on a le rendement du dividende ainsi que les bénéfices nets. Et en face des bénéfices nets, on aime bien se mettre les free cash flow pour pouvoir comparer, voir s'ils sont équivalents et surtout si le dividende est bien payé correctement avec les free cash flow, parce que c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende et pas avec les bénéfices nets, même si le payout ratio se mesure par rapport aux bénéfices nets. Alors, première capitalisation de cette liste. On a d'abord donc Roche Holding, qui est une big pharma suisse, market cap de 283 milliards de dollars US. Il n'y a pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, on est même en légère décroissance. Il y a un multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA qui est à 12,2, qui est relativement élevé. Alors ça, c'est pas value pour moi. Un price earning qui est très élevé, à 31, et un price free cash flow à 15,5. Donc là, il y a potentiellement en fait des charges non cash, puisque en fait les bénéfices sont moitié moindres que les free cash flow. Donc bon, ça c'est pas si grave. Ce multiple-là, à mon avis, il veut pas dire grand-chose. Le price free cash flow, il est relativement élevé quand même, hein, et valeur d'entreprise sur EBITDA également. Donc ces deux multiples-là me font penser qu'on n'est pas du tout sur un dossier value, mais on a quand même une excellente rentabilité. Ça par contre, c'est un dossier qualitatif. Rendement des capitaux investis à 22,5, donc ça c'est quand même assez élevé. Il n'y a pas trop de dettes, donc ça rend le dossier un peu plus sécurisé. On a moins d'une fois la dette nette sur EBITDA. Et il y a un rendement du dividende à 3,1%, donc c'est plutôt pas mal. Le payout ratio, on va l'afficher ici, mais le payout ratio, à mon avis, il est correct sur le dossier. On va regarder ça. On est sur un payout de 92%, mais en réalité, on est à moitié moins, puisque on paye avec les free cash flow, et les free cash flow sont le double des bénéfices nets. Donc on est à peu près à 50%. Donc le payout ratio me semble tout à fait correct pour Roche Holding. On va faire un peu de ménage. On va enlever le ticker. Non, on est obligé de le garder. Alors on va enlever secteur. Je connais à peu près tous les secteurs de cette liste. On est sur Shell, la deuxième market cap. Dans cette liste, on a 214 milliards de dollars US. Il n'y a pas de croissance chez Shell, mais attention, comme on est sur une entreprise qui produit, qui extrait du pétrole et du gaz, on est dépendant du prix de la matière première. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est pas l'évolution du chiffre d'affaires, puisque le prix, eh bien, il est très cyclique et on n'a aucune maîtrise là-dessus. Ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution en volume. Donc on n'a pas l'information ici, donc il faut aller vérifier côté communiqué de Shell, quelle est l'évolution en volume. Bon, en tout cas, on est sur une décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, mais on le sait, hein, ce secteur est très mature. Et là, par contre, les multiples, ils sont value. Hein. Bon, on a 4,2 en valeur d'entreprise sur EBITDA, donc c'est pas cher payé. Un price earning à 13,9, mais un price free cash flow à 6,1. Donc là, pareil, les free cash flow sont beaucoup plus bas que les bénéfices nets. Il faut aller voir pourquoi. Moi, je pense que c'est principalement dû aux baisses des dépenses en capital chez Shell. Hein, ils investissent moins. Donc là, on est tout à fait value. Hein, ça, c'est très bien. Rendement des capitaux investis qui est correct. Hein, et pareil pour le rendement des fonds propres. On a 8% en termes de rendement des capitaux investis pour une entreprise européenne. C'est pas si mal. C'est pas mal. Il n'y a pas trop de dettes. C'est normal. On ne veut pas être trop endetté sur l'entreprise qui est mature. 4% du rendement du dividende.
avec un payout ratio de 53% et des free cash flow au double des bénéfices nets, donc en fait on est à plutôt 25-26%. Et en plus, on a des rachats d'actions massifs chez Shell. Pour le vérifier, je vais mettre le shareholder yield qui enlève la dette, qui enlève le désendettement. On va plier ça comme ça. Donc on a un shareholder yield qui est à 3,42% chez Shell. Il y a un shareholder yield de 11% quasiment chez Shell. Donc on a des rachats massifs d'actions en plus du dividende. Donc c'est excellent. Excellent retour à l'actionnaire et une bonne décote sur les multiples chez Shell. Donc c'est un bon dossier pour moi. On continue avec Banco Santander. Donc là on est sur la banque espagnole numéro 1, si je ne me trompe pas. On est 109 milliards de dollars US de market cap. Il y a une légère croissance du chiffre d'affaires. Alors qu'est-ce qu'ils incluent dans le chiffre d'affaires pour une banque? Est-ce que c'est la croissance du produit net bancaire? À vérifier. On est en price earning, le multiple de flux qui est intéressant pour les banques. On est value, on est en dessous de 10. On va dire à 10, c'est le niveau médian des banques en Europe. Donc on est un peu décoté, mais pas tant que ça. Et il n'y a pas de décote sur le bilan. Pour une banque, on préfère qu'il y ait une décote sur le bilan, encore plus sur les actifs tangibles, parce que ça nous donne une marge de sécurité. Et pourquoi est-ce qu'on aime ça, en plus de la marge de sécurité? C'est que impossible de comprendre le bilan d'une banque, impossible de quoi sont composés les actifs, à part si vous êtes un expert en produits dérivés, etc. Donc, on veut prendre ce que nous donne le management avec des pincettes, et pour ça, on met une décote sur ces actifs. Et donc, si le marché met la décote sur les actifs, c'est encore mieux. Donc là, c'est pas le cas pour Banco Santander, donc il n'y a pas pour moi de marge de sécurité. Bon rendement des fonds propres, 13%, donc ça, c'est pas mal. Un rendement du dividende qui est bien, à 3,5%, mais, et en plus, on a des rachats d'actions, puisqu'on est à 7% de rendement de l'actionnaire, donc qui est supérieur au rendement du dividende, donc rachat d'actions. Mais on a payé le dividende à crédit, mais pour une banque, ça n'a pas de sens, les free cash flow, donc il faut regarder les bénéfices nets, pardon. Du coup, on est sur un payout ratio qui est à 24%, mais une large partie du rendement de l'actionnaire se fait, même la moitié en fait, se fait via les rachats d'actions. Donc, Banco Santander, si vous aimez le secteur bancaire, ce qui n'est pas mon cas, ça peut être intéressant, mais uniquement pour les dividendes et les rachats d'actions, puisqu'il n'y a pas de décote sur le dossier. Donc vous avez peu de chances de voir une réévaluation des multiples, puisque le dossier est un peu déjà surévalué par rapport à ses actifs. Ensuite, on a BNP Paribas, donc on a 99 milliards de dollars US de market cap. Il y a un peu de croissance chez BNP Paribas. Il y a un multiple qui est proche de celui de Banco Santander. On est à 9 fois les price earnings. Donc ça, c'est pas trop décoté sur cet aspect-là. Mais pour le bilan, par contre, on a une décote par rapport aux actifs et par rapport aux actifs tangibles. Donc sur BNP Paribas, il y a quand même une marge de sécurité. On a un bon rendement des fonds propres à 9%, ce qui est correct. 6% de rendement du dividende. Et alors un peu de rachat d'actions, à mon avis, puisqu'on a 7,5, 7,6 en termes de rendement de l'actionnaire total, incluant les rachats d'actions. Donc pas si mal. On a un payout ratio qui est à 44%, ce qui est un peu élevé, parce qu'en fait, ça c'est pour le dividende, et après il y a une part qui est utilisée pour les rachats d'actions. Donc c'est pour ça qu'il y en a quand même beaucoup moins que sur Banco Santander. Bon, BNP, toujours pareil, moi les banques je suis à l'écart, mais c'est intéressant pour quelqu'un qui veut s'exposer aux bancaires, ne serait-ce que grâce au rendement du dividende et au rachat d'actions, mais en plus il y a une légère marge de sécurité, donc pourquoi pas. Ensuite, BP. BP, il y a eu des news récemment avec le fonds Elliott qui est rentré au capital, ce qui veut dire que ça peut être sympathique pour un actionnaire, puisque le but d'un actionnaire activiste comme Elliott, c'est de maximiser la rentabilité de l'entreprise, donc ça peut être intéressant. On est sur 91 milliards de dollars US de market cap, une légère croissance à 3,5 pour BP, donc 3,5 en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas si mal. Valeur d'entreprise sur 4,4, donc on est bien value chez BP, avec donc à mon avis on a une forte, alors on a des résultats nets qui sont très faibles, mais c'est des dépenses non cash qui affectent le résultat, puisqu'on voit que le price to free cash flow est à 7,5, les free cash flow sont à 12 milliards, quand les bénéfices nets sont à peine à 400 millions, donc en fait il y a eu une dépréciation, quelque chose comme ça qui s'est passé. On a donc une bonne décote sur les free cash flow, ça c'est pas mal, et un rendement des capitaux investis qui est à 7,3, qui est à 3,28 pardon. Donc on n'est pas très rentable sur BP. Donc je comprends pourquoi il y a Elliott qui est rentré au capital, parce que ce niveau-là de rentabilité c'est pas terrible. Il y a un peu de dette en plus, c'est normal, on n'est pas très rentable, donc pour financer la méga croissance il faut lever de la dette. Un rendement du dividende à 7,3%.
Donc ça c'est pas mal. Des free cash flow, donc beaucoup plus élevés que les bénéfices nets. Donc le payout ratio il est pas à 1300% comme indiqué ici, mais en réalité il doit être, il faut regarder le niveau du dividende, mais il doit être en dessous de 50%. Et il y a vraiment l'actionnaire à 13,4%, ce qui veut dire qu'il y a d'énormes rachats d'actions chez BP. Donc bon rendement de l'actionnaire. Maintenant la rentabilité est un peu faible sur le dossier. Avec un actionnaire activiste au capital, ça va s'améliorer. Donc pourquoi pas BP, mais à mon avis Shell est un peu plus qualitatif pour un multiple équivalent, donc voire un multiple de price to cash flow qui est plus bas. Donc Shell c'est quand même plus intéressant, et puis Total, hein, même si c'est pas dans la liste, Total, mais Total aussi c'est très bien. Donc on a ensuite Generali, 55 milliards de dollars US de market cap, une décroissance de 10%, donc est-ce qu'ils ont fait des cessions, est-ce qu'ils se sont séparés d'actifs? Peut-être, c'est pour ça que ça expliquerait cette variation. Moi je passe mon tour sur les assurances, je sais pas les évaluer. En fait la particularité d'une assurance c'est que le bilan, enfin le compte de résultat est complètement inversé, puisque en fait on touche directement le bénéfice net, et en fait tout ce qu'on va verser comme prime pour rembourser les assurés, en fait ça fait baisser le bénéfice net, donc c'est complètement inversé. Bon, pour moi je suis pas à l'aise avec un investissement sur ce genre de société. Ce qu'on aime avoir en tout cas sur les assurances, c'est une décote sur actifs tangibles, même idée que sur les banques, hein. C'est-à-dire que on prend ce que nous dit le management par rapport à ses actifs, et puis on applique une décote pour avoir la marge de sécurité, parce que on fait pas confiance au management sur les polices d'assurance, et puis c'est très compliqué d'évaluer la valeur d'une police d'assurance. Il faut être un actuaire pour savoir estimer les probabilités, etc. Donc c'est pour ça qu'on aime avoir une décote sur les actifs. Rendement des fonds propres à 13%, ce qui est tout à fait convenable, hein. Et un rendement d'actionnaire à un rendement du dividende à 4,4%. On n'a pas le payout ratio, c'est dommage, donc il faudrait regarder en détail sur cette action, mais moi plutôt à l'écart, hein, vu que déjà j'aime pas les assurances, mais en plus il n'y a pas de décote sur le dossier. Edenred, donc la société de capitalisme de connivence par excellence en France, les tickets resto, on est à 8 milliards 500 millions de market cap, croissance du chiffre d'affaires à 10,7%, avec manualisé sous 5 ans, donc c'est plutôt bon. Les multiples, ils sont pas vraiment value, hein. On est sur 10 en valeur entreprise sur EBITDA, 17 en price earning, et 10 en price to cash flow. Allez, price to cash flow, on va dire que c'est value, mais pas tant que ça, hein. On aimerait avoir plus de marge de sécurité sur ce genre de dossier. Rendement des capitaux investis à 13%, donc c'est très bon, hein, comme rentabilité opérationnelle. Il y a un peu de dette chez Edenred, un peu moins de 2 fois l'EBITDA, donc c'est pas non plus un bilan qui est trop lourd. Rendement du dividende à 13,8%, tout à fait correct. Payout ratio à 53%, donc ce dividende est sécurisé, surtout quand on a des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets, et on a un rendement d'actionnaire qui est à 7,7%. Donc il y a des rachats d'actions chez Edenred. Moi je suis à l'écart de ce genre de dossier. On est sur un marché régulé, qui d'ailleurs n'est pas pour moi un vrai marché, c'est un marché qui est organisé par l'État et puis par les partenaires sociaux, donc je comprends pas du tout l'intérêt de ce genre d'entreprise, mais si vous voulez un dividende qui est sécurisé, pourquoi pas. Ensuite, DCC, on est sur un distributeur d'énergie irlandais. 6,8 milliards de dollars US de market cap. Une croissance du chiffre d'affaires à 5,5%, en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est convenable, hein, surtout pour un distributeur d'énergie. C'est un métier quand même très mature et très stable. Vers l'entreprise sur EBITDA, on est à 7, donc là on est value. Ensuite, sur les autres multiples, on est un peu moins, hein, 15,5 en price earning et 12,8 en price to cash flow. On aimerait avoir plus de marge de sécurité sur ces multiples-là. Mais ça veut peut-être dire aussi, vu qu'on a une bonne différence entre la valeur d'entreprise sur EBITDA et les price earnings ou le price to cash flow, ça va peut-être vouloir dire aussi qu'on a peut-être une forte dépense en capital, on a peut-être aussi de l'exceptionnel sur les price earnings, donc voilà. Si on se fie uniquement aux multiples de valeur d'entreprise sur EBITDA, on est quand même pas mal décoté en absolu, donc c'est pas si mal. On a vraiment des capitaux investis à 9,5, ce qui est pas mal du tout. Et un peu de dette par contre légèrement moins que 2 fois la dette nette sur EBITDA, donc ça reste non plus pas non plus un niveau où on panique. Alors, le niveau critique, hein, c'est 3 fois pour on va dire les entreprises classiques, donc c'est-à-dire pas les utilities ou pas les foncières ou les entreprises qui travaillent dans les utilities du coup. Donc là en dessous de 3 on est quand même correct, ça va. À 3,8 fois le rendement du dividende, ça peut être intéressant. Avec un payout ratio de 60%, on est légèrement en dessous de ce niveau, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, et il n'y a pas de rachat d'actions apparemment sur cette entreprise. Donc DCC, je connais pas l'entreprise, mais d'un point de vue quantitatif,
Ça a l'air value quand même, donc pourquoi pas à creuser, à analyser. Ensuite, on conclut la revue avec SEB. On est à 5,6 milliards de dollars US de market cap. Une légère croissance, 2,4%. C'est normal que la croissance soit faible. On était très exposé à la croissance chinoise et elle est en berne, malheureusement. Alors, les multiples que je vois ici me font penser que c'est pas vraiment value. On est à 9,2 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 23 fois les price earnings, 15 fois les price free cash flow. Il n'y a pas vraiment de décote en absolu sur le dossier. Maintenant, c'est un dossier qui était plutôt orienté croissance auparavant et qui avait donc des multiples beaucoup plus élevés, et ça s'est dégonflé par la suite. Vraiment, les capitaux investis, on est à 6%, donc c'est moyen, on va dire, c'est pas exceptionnel. Et un peu de dette sur le dossier, à moins de 2 fois la dette nette sur EBITDA. Il y a un dividende de 3%, qui est payé avec un payout ratio de 83%, ce qui est relativement élevé quand même, mais les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ce ratio il est plus proche de 60-65%, donc ça va à ce niveau-là. Et à mon avis, il y a des rachats d'actions chez SEB, vu qu'on est à 5% de rendement de l'actionnaire. Donc, on a passé en revue la liste. Mes préférés dans cette liste, de toute façon, moi c'est simple, je n'investis pas dans les pharma, ni dans les bancaires, ni dans les assurances, donc ça, ni dans le capitalisme de connivence, donc ça laisse peu de choix, ça laisse Shell, BP, DCC et SEB. Et honnêtement, j'aime bien le secteur d'énergie, donc dans la liste, je prendrai plutôt Shell, et même je pense uniquement Shell qui est intéressante et qui est tout à fait pertinente dans une démarche value. J'espère que cette revue du fonds value de Mandarin Gestion vous a intéressé, c'est quand même un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.